Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui nouvelle vidéo Youngtimer. Ça faisait longtemps et on est content de revenir sur de la vidéo Youngtimer, du test Youngtimer avec cette très belle Peugeot 309 de 1986, de juillet 86, donc modèle 87. On va voir dans quelques instants les petites caractéristiques spécifiques à la Peugeot 309 première génération comme celle-ci. Donc pour rappel, la 309 était sortie un an avant pour l'année 85. C'était une voiture compacte à l'époque chez Peugeot. Donc aujourd'hui c'est vrai que le gabarit fait petite voiture, mais à l'époque c'était le milieu de gamme. En dessous on pouvait retrouver les 205 et les Peugeot 104. Et la Peugeot 309 tire ce style un peu particulier, puisque au départ c'était une voiture qui était prévue pour être une Talbot, et puis comme la marque Talbot a été supprimée faute de vente et puis par perte d'argent par le groupe Peugeot, et ils ont donc du coup comme ils avaient avancé sur un projet avancé de remplacement de Talbot Horizon, ils ont donc remplacé cette Talbot Horizon qui devait s'appeler Arizona par Peugeot 309. C'est peut-être d'ailleurs pour ça que la dénomination, la numérotation ne suit pas les autres. Ça je sais pas, j'ai pas l'information exacte. En tout état de cause, donc cette Peugeot 309 sortie en 1985 avait pour caractéristique d'être disponible en 5 portes puis en 3 portes. Il n'y a pas eu de version break, contrairement aux versions plus récentes de gamme compacte comme les 306, 307, etc. Mais la 309 ne s'est contentée que de carrosserie, donc 3 portes, 5 portes. Celle-ci est la 5 portes. La version qu'on présente ici, donc c'est une version GR, c'est une version intermédiaire. On a déjà présenté sur la chaîne la GTI et la SR. La GTI était plus récente, c'était une phase 2, une 1991. La SR était un tout petit peu plus récente puisqu'elle était elle avait quelques mois de moins, elle était de fin 86. Donc elle avait droit à la nouvelle génération de moteurs. On va y revenir dans quelques minutes, mais cette 309 a un moteur Poissy, donc un moteur Simca d'origine, et puis qui a été également monté sur certaines Talbot et sur quelques Citroën, donc qui est différent du moteur X présent sur la 205, mais certaines 205 ont eu ce moteur Poissy sur des versions export, etc. Il y a le C15 aussi, enfin bref, il y a eu malgré tout pas mal de voitures. C'est un moteur qui a été distribué en plusieurs cylindrées possibles. En version route, ça s'est arrivé jusqu'à la 1,6 litre. Celle-ci est une version 1,3 litre, donc la 309 GR 1,3 litre, et la puissance disponible est autour de 65 chevaux catalogue. Donc une puissance somme toute relativement modeste, mais compensée par un poids qui est assez faible également. Ça devrait peut-être pouvoir avancer. On va voir ce que ça vaut dans quelques instants sur la route. La 309 GR est présentée comme ci. Donc celle-ci a une option peinture métallisée supplémentaire qui était simplement une option au catalogue. Donc ce bleu est le bleu topaz, donc c'est un bleu ciel qui tire sur le gris clair. C'est une peinture qu'on a retrouvée sur également différentes Peugeot des années 80 essentiellement, les 309, les 205, quelques 405 aussi il me semble, mais c'était plus rare. Mais voilà, les 309 et les 205 ont pu avoir cette peinture métallisée bleu topaz. Le code couleur ça doit être ELZ de mémoire. Les pare-chocs sont de couleur noire. On a droit à des protections latérales. Toutes les 309 n'ont pas droit aux protections latérales. Il faut savoir qu'à l'époque, protection latérale était jugée comme étant un équipement supplémentaire de luxe. Enfin, pas forcément de luxe, mais ça habillait la voiture un peu plus. Donc forcément, ça faisait gamme supérieure. Par contre, ce sont des baguettes assez fines sur les portes. Sur les versions GTI, elles sont beaucoup plus larges. Également, on n'a pas le droit au liseré chrome comme sur la SR sur les pare-chocs. Et les enjoliveurs donc sont spécifiques également à cette version GR. Ce sont des enjoliveurs en 13 pouces et la voiture est montée en pneus 165 70 par 13. Après la 309 phase 1, la SR que j'avais fait, dont j'avais fait l'essai c'était il y a 2 ans je crois, de mémoire ça passe tellement vite que je crois que c'était il y a 2 ans, avait en plus le petit aileron arrière. Celle-ci ne l'a pas. On peut voir que le haillon est nu, et également elle ne dispose pas de l'essuie-glace arrière, puisque l'essuie-glace arrière était une option à l'époque.
Donc là on a simplement un cache qui remplace l'essuie-glace arrière. Par contre on a le désembuage de vitres. Donc l'équipement était assez maigre hein, malgré tout sur cette GR, puisqu'on n'a pas non plus les vitres teintées. On peut voir que ce sont des vitres dites vitres blanches. Et donc les feux arrière phase 1 spécifiques à la version phase 1 avec l'ouverture du rayon qu'on va également voir dans quelques instants. L'intérieur par contre est plutôt alors le design et la qualité des matériaux est relativement faible, voire très faible hein. Déjà dans les années 80 c'était pas terrible, alors aujourd'hui évidemment la qualité de construction est vraiment pas top, mais l'exemplaire ici présenté est quand même plutôt bien conservé, donc c'est plutôt pas mal. La teinte des plastiques est de couleur bleue, ça tranche avec les sièges en tweed de couleur grise. Et donc cette version GR nous proposait malgré tout une horloge numérique. C'est un luxe pas négligeable pour l'époque. Un essuie-glace avec une fonction intermittente. Pareil, c'est pas systématique à cette époque-là. Le compteur de vitesse nous proposait également un compte-tours. C'est également quelque chose qui n'était pas courant encore dans les années 80 sur les voitures. Avec également sur la droite, on peut voir la température de l'eau. Et donc sur la gauche, on va avoir pression d'huile, température d'huile, compteur de vitesse avec graduation à 220 km/h. C'est un peu le compteur des 205 GTI 1,6 litre des mêmes années. Simplement, il n'y a pas le manomètre de pression d'huile ni de température d'huile. On a à la place des petits dessins avec des lumières rouges qui s'allument s'il y a un petit problème sur la mécanique. Et on peut voir également le totaliseur journalier qui n'est pas disponible également sur certaines versions de 309. Et là la GR obtenait cet agrément de plus et encore agrément supplémentaire, la petite fonction ici. Donc ça c'est le rhéostat de lumière, donc ça vous permet de faire varier la lumière du compteur de tableau de bord. Pour être tout à fait franc, quand on conduit de nuit, ça vous éblouit pas non plus hein, par rapport au tableau de bord d'aujourd'hui. Le rhéostat est un luxe qui n'était pas forcément nécessaire, mais en tout cas on le proposait à l'époque. Évidemment, accessoire obligatoire, le cendrier avec l'allume-cigare ou cigarette. Donc évidemment dans les années 80, autre temps, autre mœurs. Ici on avait le pré-équipement radio, donc là il n'y a pas d'autoradio, c'est simplement un rangement, puisque là c'est un cache supplémentaire. On a une boîte à gants qui ferme à clé, et on a également un luxe qui n'était pas systématique sur des petites motorisations des années 80, une boîte à 5 vitesses. La boîte de vitesse c'est le type BE1, donc c'est avant la version BE3, la BE3 qu'on a vu très longtemps chez Peugeot jusqu'à la fin des années 2000 je crois, peut-être même un peu plus, je sais pas, mais enfin en tout cas elle a duré très longtemps cette boîte de vitesse. Donc voilà, on a quelques touches de luxe entre guillemets, ce qui fait sourire aujourd'hui, mais par rapport à l'année, il y a quelques touches de luxe malgré tout. On accède à un certain nombre d'équipements, comme les aérateurs supplémentaires, hein. Pareil, hein, dans les années 80, on n'avait pas forcément tous ces aérateurs disponibles sur les voitures. On avait également le haut-parleur qui était sur la porte, un panneau de porte qui est complet, également pas systématique hein, sur les voitures des années 80. Souvent on avait la tôle qui était apparente sur le panneau de porte et un accoudoir. Encore une fois, équipement pas systématique dans ces années-là. On peut voir également le petit détail supplémentaire, la vignette 87 correspondant à sa première vignette possible sur cette voiture, et les anciens d'autocollants pour ceux qui ont connu sur la route je suis bien vu. Donc c'était la prévention routière qui faisait ça, vous arrêtiez, c'était gratuit, vous arrêtiez dans les stations-service et vous aviez des agents qui vous réglaient vos phares et qui regardaient vos ampoules pour être sûr que tout fonctionne bien. Et quand on était passé à la station essence et qu'on avait eu droit à ce contrôle gratuit, le petit macaron, le petit sticker vous signalant que vos feux ont été contrôlés récemment. Donc là c'était pour l'année 90-91. Également c'était des petits équipements de sécurité qu'on ne voit plus aujourd'hui. Peut-être que ce serait pas forcément une mauvaise chose vu l'état parfois du parc en circulation. Bref, on avait aussi un petit miroir de courtoisie. Le conducteur n'en avait pas. Autre temps, autre mœurs, hein. C'était souvent la femme côté passager. Apparemment, ça a changé. Petite lumière supplémentaire. Sur celle-ci, on n'a évidemment pas le droit à la centralisation à distance. On n'a d'ailleurs pas le droit à la centralisation tout court, puisqu'on a la petite clé Peugeot basique sans centralisation, puisque nous n'avons également pas les vitres électriques. À l'époque chez Peugeot c'était le pack électrique, et le pack électrique c'était une option
à 2000 ou 2500 francs qui se rajoutaient à la facture de base de la voiture. Et pareil, à l'arrière, on avait droit, alors c'est une 5 places, on a une ceinture ventrale au milieu qui doit traîner quelque part, je pense qu'il doit être sous la banquette. Mais on a une ceinture ventrale supplémentaire et là on a les ceintures latérales de chaque côté, donc ça, ce qui fait que vous avez 5 ceintures de sécurité sur cette 309. Et toujours cet intérieur en tweed qui a la fâcheuse tendance, si vous collez contre la peau, à vous gratter un petit peu, comme les 305, etc. C'était la sellerie d'époque Peugeot. Également, puisqu'on va venir sur la visibilité, autre temps, autre mœurs, la visibilité était de très bonne aloi par rapport aux voitures d'aujourd'hui. Pourtant, les surfaces vitrées finalement sont petites, puisque les voitures sont assez petites. Mais comme l'entièreté des montants, comme ici, sont petits, du coup, on n'a pas ou quasiment pas d'angle mort, donc c'est plutôt pas mal. Le rétroviseur côté conducteur est assez grand pour l'époque, donc on a également une bonne visibilité sur l'arrière. Le rétroviseur intérieur est un peu plus petit par contre. On n'a pas de rétro droit puisque c'était également une option dans ces années-là. La sécurité rétro droit n'était pas obligatoire. Et donc la surface vitrée est quand même assez importante, renforcée même sur la partie arrière par cette vitre arrière type bulle, un peu comme les Renault 25. On va voir ça juste après. Et la position de conduite, alors le siège est de très bonne qualité je trouve. On a le moelleux qui n'existe plus sur les voitures d'aujourd'hui. La longueur est très correcte pour une voiture de cette année-là. Le maintien dorsal, alors il est pas top, mais on est sur une voiture assez basique, assez bas de gamme des années 80. Et franchement, ça n'a pas à rougir par rapport à certaines voitures modernes qui ont 30 ans de moins que celle-ci. Franchement, en termes de sellerie, ça va. On est assis un petit peu haut. Alors évidemment, on ne peut pas régler ni le volant, ni la hauteur du siège. Moi, la position de conduite est un peu haute pour moi, mais ça reste ok. Je sais que le siège passager est un peu plus bas. Enfin, je suis monté côté passager, je me ressentais un peu plus bas que côté conducteur. Malgré tout, on peut quand même régler la longueur et le réglage lombaire du siège. Donc moi, je trouve le siège tout à fait correct pour une voiture de ces années-là, et avec un moelleux qu'on ne fait plus. Et évidemment, l'espace disponible pour les jambes, sans commune mesure à ce qui se fait aujourd'hui. Si on n'a pas de console haute, on n'a rien. Donc là, les jambes ont de la place. Donc par rapport au gabarit extérieur, on a suffisamment de place très largement à l'avant. Et à l'arrière, on va ouvrir la fenêtre pour faire les mesures juste après. La fenêtre descend quasiment jusqu'en bas. Donc on a une surface vitrée assez importante. Et quand je m'installe, c'est pareil. J'ai ce moelleux caractéristique de ces années-là. J'ai également le petit cendrier de chaque côté. Et ça, c'est voilà. Autre époque, le petit accoudoir. Et très franchement, on est pas mal. On sent que la tôle est fine. On sent que si on s'en prend une sur le côté, ça va être cocasse, mais si on se prend une pierre palmade, ça va être un peu chaud. Mais franchement, on a de la place. Honnêtement, voilà. Il y a certaines voitures modernes qui n'en proposent pas autant, et surtout vis-à-vis du gabarit, donc c'est plutôt pas mal. Évidemment, c'est vis-à-vis de la finesse de la tôlerie qu'on arrive, entre autres, et à l'absence de sécurité, qu'on arrive à obtenir plus de place à bord, mais malgré tout, par rapport à la compacité extérieure, on a beaucoup de place. En largeur au coude, à 5, c'est un peu galère, mais à 3 à l'arrière, ce serait un peu galère. Mais franchement, à 4, on tient très tranquillement. On est tout à fait correct, tout à fait bien placé. Dernière petite vue sur l'ensemble tableau de bord. La vue qu'on peut avoir à cet endroit. Donc voilà, franchement, l'arrière est tout à fait acceptable. C'est loin d'être ridicule, et c'est même mieux que beaucoup de voitures, et je pense que les chiffres vont prouver dans quelques instants. Mais dire, la banquette est rabattable à 50-50 grâce à cette petite molette que vous allez retrouver à droite et à gauche. Donc nous avons 137,8 en largeur, pardon.
Et en longueur, on a droit à quasiment 71 cm. Je viens de faire le montage vidéo du C4 Picasso, donc qui est une très grosse voiture. J'en ai pas autant en place arrière en longueur, ce qui dénote un niveau de taille de coffre assez intéressante, il faut le dire. Alors, niveau de taille de coffre, un niveau de taille aux places arrière qui est très intéressant. Ça vous donne une idée du ratio de place. C4 Picasso année 2009 propose moins de place en longueur à l'arrière que cette 309. C'est quand même quelque chose. Je reviens à cette bulle arrière. Donc on peut voir cette vitre arrière qui a cet arrondi spécifique avec un gros joint. Les GTI évidemment avaient un béquet arrière mousse sur les phases 1 qu'on retrouvait parfois sur des versions standards comme celle-ci. Le seul défaut du coffre de cette 309 phase 1, c'est le seuil de chargement hyper haut à cause de cette râpe esthétique entre la plaque interfeu qui est énorme, et ils ont corrigé le tir sur la phase 2, ils ont fait la découpe et donc des feux arrière très légèrement différents. Ça c'est pareil, hein, c'est une autre époque. Il y a plein de voitures, hein, les BMW E30 ont ce problème là, les Mercedes 190, enfin, c'était la norme dans ces années là d'avoir cette petite chose. En longueur de coffre on a droit à 82 cm et en largeur au plus petit, puisque je le prends sur le passage de roue de chaque côté, on a droit à 1,10 m. Donc c'est plutôt très généreux comme format vis-à-vis de la compacité de la voiture. Encore une fois, c'est très intéressant. Voilà, on en a fini avec les mesures de taille. Et donc, on va aller voir le moteur. Donc ce moteur est un moteur Poissy, enfin, il se fait appeler ainsi dû à son usine de fabrication dans les Yvelines, dans le 78. Donc c'est un moteur de 1300 cm3 de cylindrée qu'on a retrouvé sur différentes, donc avec différentes cylindrées bien sûr, je le disais tout à l'heure, mais en plus de ça sur différentes voitures, différentes puissances. Là celle-ci fait 65 chevaux, le moteur c'est un type G1A, vous avez la plaque à cet endroit là qui vous donnera le code moteur et donc évidemment la puissance qui lui est associée. Le carburateur, donc c'est un 4 cylindres la voiture, hein, évidemment. Le carburateur est un carburateur simple corps posé au dessus. C'est un moteur en ligne, c'est un moteur à chaîne. Il est relativement, on peut le voir, relativement simple de conception, avec une place disponible pour les différents réglages et interventions, qui est également très bien faite. La boîte de vitesse à 5 rapports, on a vu ça tout à l'heure, elle est accolée, donc tout est monté de manière transversale, donc on est plutôt tranquille de ce côté-là. Et donc voilà, c'est une mécanique relativement simple, très robuste, encore plus robuste je pense que les versions TU qui l'ont remplacé à partir de l'année 87. Donc là c'est vraiment les toutes dernières productions avec cet ancien moteur qui est sorti à la fin des années 60. Après à partir de 87 on avait les 309 à moteur TU qu'on a retrouvé jusqu'au milieu des années 2010 sur les C3, hein. C'est une très grande carrière, hein, plus de 25 ans. Donc voilà, et donc cette mécanique, on va aller l'essayer tout de suite sur route pour se rendre compte de son agrément ou pas, enfin en tout cas de voir comment elle se présente aujourd'hui. Nous voici donc au volant de la 309, la GR. Donc j'en parlais tout à l'heure, le confort du siège est, je trouve, de très bonne qualité, la visibilité également. On n'a aucun problème pour voir ce qui se passe autour de soi et à l'arrière, donc c'est un très bon avantage je trouve, hein, évidemment. Et le silence moteur, donc là moteur à l'arrêt, on l'entend très légèrement, on le sent surtout très légèrement vibrer.
chose qu'on a pu sur les moteurs d'aujourd'hui. Je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais cette voiture n'a pas la direction assistée, mais les pneus de 165 de large ne nous empêchent pas de profiter d'un volant relativement léger. Donc de ce côté-là, ça va. La reprise est plutôt correcte, hein. J'ai repris en troisième à 20 km/h sans aucune difficulté. Donc rien de bien désagréable à signaler. À l'accélération, le moteur est évidemment un petit peu plus sonore. Et là, sur des passages de rapport usuels, on va dire, hein, à basse vitesse, on a une boîte qui est relativement souple, un couple disponible plutôt correct, hein. On manque pas de, en tout cas sur cet exercice-là, on manque pas de puissance. Je ne sais pas si je vais pouvoir faire l'accélération habituelle, toujours pareil à cause du potentiel niveau de circulation. Mais ça va, ça se déplace correctement. Pas de difficulté de ce côté-là. Peut-être été un peu généreux sur le passage deuxième et puis je crois que j'ai mal appuyé sur l'embrayage, mais en tout cas alors j'y vais doucement parce que j'ai pas envie de l'abîmer, hein, en termes de tenue de route. La route est assez grasse, on va dire, donc je suis toujours un peu plus prudent qu'une voiture normale. Je pourrais passer beaucoup plus vite évidemment. Donc le niveau sonore est encore tout à fait correct, hein. À 90 km/h, il n'y a rien qui me choque. Le moteur est assez discret, même à la phase d'accélération que j'ai fait tout à l'heure, le bruit moteur ne m'a pas dérangé. Alors il y a évidemment quelques bruits d'air, mais vis-à-vis de l'année de conception de la voiture, il y a 40 ans maintenant, franchement il n'y a rien de grotesque, il n'y a rien de ridicule. À 90 km/h, elle tient tout à fait son rang, donc aucun problème à signaler de ce côté-là. Le confort de suspension est également assez préservé, donc on n'est pas embêté non plus. Finalement, alors évidemment, si on essayait d'aller à 130 km/h avec cette voiture, ce serait beaucoup plus fatigant qu'une voiture moderne. Mais en tout cas, sur des usages moyens, entre guillemets, là comme ici, en faisant du 90, 100, 110, c'est une voiture qui est encore pas dépassée du tout. Pour en profiter plus sereinement, je pense qu'il aurait fallu mettre des pneus 4 saisons aux 4 coins, puisque sur des chaussées grasses comme ça apporte quand même un plus évident en termes de sécurité. Ou si vous avez la possibilité de stocker et les moyens, 4 jantes hiver et 4 jantes été. Ça c'est aussi une solution qui n'est pas à négliger. Ça apporte un plus assez évident à la tenue de route de ces vieilles Youngtimer, si on veut les utiliser quotidiennement. Puis si c'est juste une utilisation plaisir par temps sec, évidemment que des pneus été de bonne qualité font tout à fait l'affaire. Mais en tout cas, voilà, à l'usage
en ayant une conduite tranquille, il n'y a franchement aucune difficulté. Évidemment, ça prend un peu plus de roulis qu'une voiture moderne, mais le châssis est tout à fait sain. Freinage manque peut-être un peu de mordant, mais c'est peut-être aussi le fait que c'est une voiture qui n'a pas roulé pendant très longtemps, mais elle freine encore très correctement. Mais par rapport à également une voiture moderne, on a une sensibilité à la pédale qui est pas exactement la même. En tout cas, sur des routes de campagne, etc., elle est encore tout à fait agréable à emmener. Franchement, c'est un plaisir. Il n'y a pas de souci pour ça. Évidemment, la SR avec le moteur 80 chevaux que j'avais essayé la dernière fois était évidemment bien plus intéressante d'un point de vue des performances, puisqu'on sent bien que là, jusqu'à 3-4 000 tours, elle exprime pas de difficulté, la voiture. Par contre, au-dessus de 4000 tours, le moteur a un peu plus de mal à s'exprimer. Il a beaucoup plus de mal. Alors, est-ce que, encore une fois, c'est la problématique du fait que c'est une voiture qui n'a pas roulé pendant de nombreuses années, ou est-ce que c'est simplement le réglage moteur qui est fait ainsi? Je ne sais pas, mais on sent qu'au-dessus de 4000 tours, c'est un peu difficile, et qu'elle aime pas. Elle a un réglage moteur qui n'aime pas être cravaché. Donc autant s'en servir comme elle souhaite être utilisée, c'est-à-dire avec un passage de rapport entre 2 et 3000 tours. Et en plus de ça, la fiabilité et la consommation vous le rendront bien dans ces conditions. La consommation, j'ai pas encore de chiffres très précis. Ce que je sais, c'est qu'elle consomme, c'est sûr, beaucoup moins de 10 litres au 100. Je pense peut-être qu'elle va tourner autour de 8 litres, mais je suis pas encore très précis sur le chiffre. J'ai pas assez roulé avec. J'ai fait grosso modo 250 km là avec cette voiture. Et là, j'avais mis 40 €. La voiture était en entrée de réserve, j'avais mis 40 €. J'ai fait 91 km et je suis encore. Alors, je suis en dessous de la moitié, mais je suis entre la moitié et le quart. Donc, avec 40 € aujourd'hui de 98, bah, ça fait 20 litres. 20 litres, de toute façon, je ferai plus que 200 km. Je sais pas si je ferai 300, mais bon. Voilà, c'est pas non plus un gouffre d'essence. Donc voilà, je trouve que c'est encore une très bonne petite voiture et c'est une bonne entrée en matière pour faire de la collection, hein, puisqu'évidemment on est sur des voitures qui valent moins de 5000 € aujourd'hui. Donc pour faire une première voiture de collection, c'est plutôt intéressant. La 309 commence à avoir cette petite cote d'amour qu'elle n'a pas eu pendant très longtemps. Même en neuf, c'était pas une voiture qui était très cotée, c'était une voiture un peu de petit vieux. Et aujourd'hui, bah, comme c'était des voitures de petits vieux à l'époque, aujourd'hui on arrive à trouver des voitures en bon état de conservation comme celle-ci et à des prix qui restent très doux. Donc pourquoi s'en priver, j'ai envie de dire, ça fait une petite voiture sympa à mettre en plus dans son garage, peut-être une voiture plus moderne, puisque d'autant plus que ces voitures-là peuvent obtenir des cartes grises collection. Et les cartes grises collection, bah, c'est un peu la botte secrète anti-ZFE. Ça vous permet de rouler différemment avec aucune restriction d'utilisation. Donc c'est plutôt avantageux et intéressant. Encore une fois. Voilà, merci à vous d'avoir suivi ce nouvel essai sur la chaîne Le Garage PTS. Merci encore pour votre fidélité. N'hésitez pas à vous abonner, à aimer, à commenter Le Garage PTS sur Facebook, YouTube et Instagram. Merci à vous, à bientôt.